Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui bouleverse, qui choque, qui serre la gorge et qui pose une question que beaucoup de citoyens n'osent plus garder en eux. Une question brutale, une question douloureuse, mais une question nécessaire. Dans cette affaire, est-ce qu'on a encore perdu une enfant parce que le système a échoué avant même que le drame ne se produise? L'affaire Liana n'est pas seulement un fait divers. Ce n'est pas seulement une histoire tragique de plus qu'on regarde quelques jours à la télévision avant de passer à autre chose. Non, cette affaire, si les informations connues jusqu'ici se confirment, devient le symbole d'un mal beaucoup plus profond. Le symbole d'une justice lente. Le symbole d'alerte qui ne protège pas toujours à temps. Le symbole d'une société où le peuple a souvent l'impression que les drames sont analysés après coup, alors qu'ils auraient peut-être dû être empêchés bien avant. Liana, une enfant de seulement 11 ans. Rien qu'en disant son âge, le cœur se serre. 11 ans, c'est l'âge où une fille devrait penser à l'école, à ses amis, à sa famille, à ses rêves d'enfant. 11 ans, c'est l'âge de l'innocence, de la protection, de la sécurité. Et pourtant, aujourd'hui, son nom est devenu celui d'une affaire nationale. Une affaire qui choque parce qu'elle touche à l'une des choses les plus sacrées dans une société, la protection des enfants. Quand un enfant disparaît, ce n'est pas seulement une famille qui entre dans l'angoisse. C'est tout un pays qui doit sentir qu'une ligne rouge a été franchie. Et quand cet enfant est retrouvé mort, alors là, ce n'est plus seulement de l'émotion. C'est une déchirure. Et souvent, avec cette déchirure, une immense colère. Selon les informations connues à ce stade, Liana avait disparu à Fleurance, dans le Gers. Pendant plusieurs jours, sa famille a vécu ce que beaucoup de parents considèrent comme le pire cauchemar possible. Ne pas savoir où est son enfant, ne pas savoir si elle souffre, ne pas savoir si elle est vivante, ne pas savoir si on la reverra. Pendant ce temps-là, les recherches se sont organisées, l'affaire a pris de l'ampleur, les habitants se sont mobilisés, les médias ont commencé à relayer l'information, et petit à petit, l'espoir s'est mélangé à l'angoisse, jusqu'au moment où le pire a fini par tomber. Le corps de la petite fille a été retrouvé, et à partir de là, tout a changé. Ce n'était plus une disparition inquiétante, c'était un drame absolu. Mais ce qui rend cette affaire encore plus explosive, ce n'est pas uniquement l'horreur du résultat, c'est ce qui entoure le dossier. C'est ce que cette affaire semble révéler sur les failles possibles du système. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait monter la colère populaire, c'est l'idée que le suspect principal n'était pas un total inconnu dans l'environnement de l'enfant. Les familles se connaissaient, il y aurait eu une proximité indirecte, et surtout, des éléments du passé seraient venus alourdir les questions autour de cette affaire. Et là, on touche au point le plus sensible, le plus brûlant, le plus dangereux aussi. Si des alertes existaient déjà, si des plaintes avaient déjà été faites dans d'autres contextes, si certains signaux avaient déjà été remontés, alors comment a-t-on pu en arriver là ? Attention, il faut être sérieux. Dans une affaire aussi grave, il faut garder une rigueur absolue. Il y a une enquête, il y a une instruction, il y a la présomption d'innocence. Seule la justice peut qualifier, juger, condamner. Il ne faut pas transformer l'émotion en tribunal improvisé. Mais il y a une différence entre respecter la justice et interdire au peuple de poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, les bonnes questions sont là. Elles sont même incontournables. Parce que lorsqu'une enfant de 11 ans meurt, le pays ne peut pas se contenter d'un simple communiqué, d'un visage grave devant les caméras, puis du silence. Le peuple a le droit de demander « Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui aurait dû alerter plus tôt ? Qu'est-ce qui n'a pas été pris assez au sérieux ? Pourquoi faut-il si souvent attendre le pire pour découvrir que des signaux existaient déjà ? Voilà la vraie tension de cette affaire. Voilà pourquoi elle choque autant. Ce n'est pas seulement l'horreur du drame, c'est l'impression que cette horreur n'arrive pas dans le vide. Elle semble s'inscrire dans une chaîne de défaillance, ou en tout cas dans une série de questions auxquelles les autorités devront répondre clairement. Et c'est justement là que le rôle du vrai journalisme commence, pas le journalisme de décoration, pas le journalisme qui répète simplement 3 phrases officielles en attendant que l'émotion retombe. Non. Le vrai journalisme, surtout dans une affaire aussi sensible, consiste à regarder au-delà du choc immédiat, à écouter la douleur de la famille, à respecter le silence des proches, mais aussi à poser des questions au système, car quand les institutions échouent, ce n'est pas une offense de les interroger, c'est un devoir. Le journalisme qui défend le peuple, ce n'est pas celui qui insulte, ni celui qui invente, c'est celui qui demande des comptes là où les citoyens veulent des réponses. Dans cette affaire, la première douleur, évidemment, va à la famille. Il faut s'arrêter une seconde sur cela, parce que dans le bruit médiatique, on oublie parfois l'essentiel. Derrière le nom Liana, il y a des parents détruits. Il y a des proches qui vivaient encore il y a quelques jours dans l'espoir, et qui aujourd'hui doivent apprendre à respirer avec l'impensable. Il y a une chambre qui restera silencieuse.
Il y a des affaires personnelles qui deviennent des souvenirs. Il y a une école, des amis, une ville entière qui se retrouve plongée dans une forme de sidération. On parle souvent de dossiers, d'enquêtes, de suspects, de procédures. Mais avant tout cela, il y a un être humain, une petite fille, et une famille à qui on ne rendra jamais vraiment ce qui a été arraché. Mais précisément parce qu'on ne rendra jamais cette vie, la vérité doit être entière, pas partielle, pas maquillée, pas retardée, pas diluée dans le langage administratif. Si des fautes ont été commises, elles doivent être identifiées. Si des procédures ont été négligées, elles doivent être exposées. Si des signaux ont été minimisés, il faut le dire. Parce que sinon, à quoi sert tout ce théâtre institutionnel ? À quoi servent les plaintes, les dispositifs d'alerte, les structures censées protéger les plus fragiles, si au final le peuple découvre après coup que beaucoup de choses étaient peut-être déjà connues quelque part ? Et c'est là qu'on touche à une colère de fond qui dépasse même cette affaire. Une colère que beaucoup de citoyens ressentent depuis longtemps. La sensation que dans beaucoup de dossiers graves, les institutions semblent plus rapides à communiquer qu'à protéger, plus rapides à promettre qu'à prévenir, plus rapides à ouvrir des enquêtes administratives qu'à empêcher les tragédies. Ce sentiment, il ne faut pas le mépriser, parce que ce sentiment, c'est aussi celui des familles ordinaires. Des parents qui disent « Si cela peut arriver à une enfant de 11 ans, alors qui est réellement en sécurité ?» Des mères qui regardent leur fille autrement. Des pères qui sentent la peur monter. Des citoyens qui n'attendent pas un discours parfait, mais un système réellement efficace. Ce qui rend cette affaire si puissante émotionnellement, c'est aussi le contraste entre l'âge de la victime et le poids des questions institutionnelles. Une enfant. Face à un monde d'adultes censés protéger. Une enfant. Face à des procédures, des signalements, des responsabilités, des autorités. Et au bout du compte, c'est encore la plus faible qui paie le prix le plus lourd. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement le cadre local. Voilà pourquoi elle devient nationale. Parce qu'elle réveille une angoisse collective. Et si le système ne savait plus protéger à temps ceux qu'il est censé défendre en priorité, certains responsables ont déjà reconnu des dysfonctionnements ou évoqué des défaillances possibles. Et quand un tel aveu arrive dans une affaire de cette nature, cela ne calme pas forcément la colère populaire. Au contraire. Parce que lorsque les autorités elles-mêmes admettent qu'il y a eu des failles, alors le peuple entend surtout ceci. On savait que quelque chose ne fonctionnait pas, mais l'enfant n'a pas été sauvé. Et c'est là que la douleur se transforme en exigence. Le peuple n'a pas seulement besoin d'être informé, il a besoin d'être respecté. Et respecter le peuple, c'est ne pas lui servir uniquement des mots de compassion, c'est lui montrer que la lumière sera faite jusqu'au bout. Dans ce genre d'affaires, il y a aussi un autre piège, le temps médiatique. Les premiers jours, tout le monde parle du drame. Les chaînes d'infos s'affolent, les réseaux sociaux explosent, les communiqués tombent, puis, très vite, un autre sujet remplace le précédent. Et pourtant, pour la famille, rien ne s'arrête. Pour les proches, le calvaire commence même réellement après le choc initial. C'est pourquoi il faut insister. Cette affaire ne doit pas être consommée comme une simple émotion de plus. Elle doit être suivie, surveillée, documentée, interrogée jusqu'au bout. Quelles seront les conclusions exactes de l'autopsie ? Quelles preuves seront retenues ? Quelles responsabilités précises seront établies ? Quels éventuels antécédents ou alertes seront confirmés officiellement ? Quelles leçons concrètes seront tirées ? Toutes ces questions devront recevoir des réponses. Et puis il y a la marche blanche, les rassemblements, les habitants qui sortent en silence, les visages fermés, les bougies, les fleurs, les messages. Ces moments ont une force particulière. Certains pensent que ce n'est que symbolique. Mais le symbole, dans une démocratie, a aussi un poids immense. Quand des milliers de personnes se rassemblent pour une enfant disparue, puis retrouvée morte, cela signifie quelque chose de très fort. Cela signifie que le peuple refuse d'oublier. Cela signifie que la douleur privée devient aussi une peine collective. Cela signifie que cette affaire touche à quelque chose de plus profond que l'émotion. Elle touche au lien de confiance entre les citoyens et les institutions. Or cette confiance, soyons francs, elle est déjà fragile. Dans beaucoup de pays et dans beaucoup d'affaires, le peuple a de plus en plus l'impression que la justice est parfois inégale, lente ou déconnectée du réel vécu par les familles. Alors quand un drame comme celui de Liana surgit, cette méfiance refait immédiatement surface. Les gens se disent, encore une fois, il a fallu le pire pour que tout le monde ouvre les yeux. Encore une fois, on parle de défaillance après la catastrophe. Encore une fois, les plus petits n'ont pas été protégés à temps. Et cela, politiquement, moralement, humainement, c'est extrêmement grave. Il faut aussi parler du rôle des médias, parce que dans ce type d'affaires, les médias peuvent te faire du bien ou faire du mal.
Ils peuvent t'aider à informer, à garder la pression, à poser des questions utiles. Mais ils peuvent aussi tomber dans le sensationnalisme vide, dans la surenchère émotionnelle, dans les titres agressifs qui choquent sans éclairer. Le devoir d'un vrai journaliste, c'est justement d'éviter les deux pièges. D'un côté, le langage froid qui déshumanise la douleur. De l'autre, l'explosion verbale qui transforme une tragédie en spectacle. Il faut une ligne claire, fermeté, humanité, précision. Défendre le peuple, ce n'est pas hurler plus fort que tout le monde. C'est dire ce que beaucoup ressentent, mais avec sérieux et responsabilité. Alors oui, il faut le dire clairement, cette affaire donne l'impression d'un échec. Et si l'enquête confirme les dysfonctionnements évoqués, alors il faudra parler d'un échec grave. Un échec non pas abstrait, mais concret. Un échec qui se mesure dans une vie perdue. Un échec qui laisse derrière lui des parents brisés. Un échec qui rappelle que les grandes institutions, quand elles ne fonctionnent pas correctement, ne produisent pas seulement de la frustration. Elles peuvent produire de l'irréparable. Ce qui est insupportable pour beaucoup de citoyens, c'est qu'on a souvent l'impression que les grandes réformes arrivent toujours après les morts, après les disparitions, après les scandales, après les larmes, comme si la société était condamnée à apprendre dans le sang ce qu'elle aurait dû corriger dans la lucidité. Mais les enfants ne doivent pas devenir les professeurs tragiques d'un système défaillant. Un pays sérieux doit être capable d'anticiper, d'écouter, de surveiller, d'agir, et surtout de protéger en priorité ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Dans les jours qui viennent, il y aura sans doute de nouvelles révélations, de nouvelles précisions, de nouveaux éléments d'enquête. Peut-être que certains points seront clarifiés, peut-être que d'autres zones d'ombre apparaîtront au contraire plus nettement. Mais une chose est déjà certaine, l'affaire Liana laissera une trace profonde, parce qu'elle parle à tous les parents, parce qu'elle parle à tous ceux qui ont déjà eu peur pour un enfant, parce qu'elle parle à tous ceux qui se demandent si les signalements servent vraiment à quelque chose quand le danger est réel, et parce qu'elle oblige les institutions à sortir de leur confort de langage. Le peuple, lui, n'a plus envie des phrases toutes faites. Il n'a plus envie des condoléances automatiques suivies d'un retour à la routine. Il n'a plus envie du plus jamais ça, sans changement réel derrière. Le peuple veut des actes, des procédures plus efficaces, une meilleure protection des mineurs, un suivi plus rigoureux des profils déjà signalés si les faits le justifient, une coordination plus forte entre les services, une réactivité plus grande dès les premières alertes. Et surtout, une vérité claire, lisible, compréhensible. Parce qu'une société qui ne sait pas expliquer ses échecs est une société qui risque de les répéter. Dans tout cela, il faut garder une ligne morale simple. La dignité de l'enfant doit rester au centre. On ne parle pas d'un simple dossier médiatique, on parle d'une vie, d'une enfant qui n'a pas eu le temps de grandir, d'une enfance interrompue, d'une famille qui va vivre avec cette blessure pour toujours. Et c'est justement pour honorer cette dignité qu'il faut refuser le silence confortable. Il faut refuser que l'affaire se dissolve dans le brouillard des procédures. Il faut refuser que la colère légitime des citoyens soit méprisée comme une simple émotion populaire. Non, cette colère mérite d'être entendue parce qu'elle vient d'un instinct moral sain. Protéger les enfants et demander des comptes quand le système échoue. Alors aujourd'hui, oui, il faut laisser la justice faire son travail. Oui, il faut attendre les conclusions officielles. Oui, il faut éviter les raccourcis dangereux. Mais il faut dire aussi que la confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Et dans une affaire comme celle-ci, la confiance reviendra seulement si le pays voit une enquête sérieuse, des réponses franches et des conséquences réelles si des fautes sont établies. Sans cela, l'affaire Liana deviendra une blessure de plus dans la mémoire collective, une blessure qui s'ajoutera à d'autres, une blessure qui nourrira encore davantage la distance entre le peuple et les institutions. Et au fond, c'est peut-être cela le cœur de cette affaire. Pas seulement le drame terrible d'une enfant disparue puis retrouvée morte, mais la question plus large qu'elle lance au pays tout entier. Dans quel type de société voulons-nous vivre ? Une société qui se contente de compatir après coup, ou une société qui protège réellement avant qu'il ne soit trop tard ? Une société qui parle bien ?